Le débat sur la moralité et la légalité de la capture de Maduro m'a vraiment frappé. Je dois partager avec vous ce sentiment d'irréalité de ce qui se passe. Je dois dire tout de suite que je suis une personne très et même trop pacifique selon ma femme. Il est difficile de me mettre en colère. Il me faut longtemps avant d'atteindre l'état où j'ai envie de prendre une planche et de frapper mon interlocuteur sur la tête. Mais je l'avoue, j'ai déjà ressenti cela. Moi aussi. Je n'initie jamais ce qu'on appelle la contrainte physique. Mais comme toute personne pacifique, j'explose quand quelqu'un essaie physiquement de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Surtout si cela vise quelqu'un de ma famille, ce qui est compréhensible, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je veux souligner que, selon tous les signes extérieurs, je ne suis pas un agresseur, et dans la grande majorité des cas, l'agressivité me répugne. C'est moi. Avant d'aborder les actes agressifs, leur moralité, intentionnalité et opportunité, je souhaitais préciser ma position. De mon point de vue, aucun acte ne peut s'expliquer par lui-même, et si tu veux comprendre, essaie de saisir les liens de cause à effet. Je vais donner un exemple. Mon petit-fils était alors en 4e ou 5e. J'ai déjà raconté cette histoire une fois, mais je m'excuse, je vais me répéter, puis je compléterai encore avec quelques détails. Donc, il est en 4e ou 5e classe, les cours à l'école se déroulent, il est environ 11 ou 12 heures, je ne me souviens plus exactement. Ma fille reçoit un appel et on lui dit qu'elle est convoquée à l'école, parce qu'il a poussé ou frappé quelqu'un ou un acte similaire. Et elle m'appelle et me dit que c'est la conséquence de ton influence, alors vas-y et débrouille-toi, donc j'y vais. Le directeur adjoint m'explique que Nick a poussé quelqu'un, je demande naturellement pourquoi, et on m'explique que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il a poussé. Pendant un moment, nous nous regardons tous les deux, comme deux moutons devant une nouvelle porte. Ensuite, je demande qu'on fasse venir le fautif. J'essaie encore une fois de comprendre, cette fois auprès de mon petit-fils, pourquoi il a fait ça, et on me répond à nouveau, d'un ton déjà un peu agacé, qu'à leur école, il n'y a que des bons garçons et filles, soi-disant pacifiques, et pourtant ils se bousculent. Je récupère Nick, à qui on a dit qu'il était puni et qu'il devait maintenant rentrer à la maison. À mon avis, il était absolument ravi d'avoir été puni de cette façon. Mais dans la voiture, il commence par précaution à geindre qu'il ne recommencera plus là-bas. Et il sait ce qui va se passer, enfin, il sait que je sais ce qui va se passer, mais au cas où. Donc voilà, il se plaint. Je découvre rapidement que ce garçon, justement ce garçon-là, aime courir derrière et pousser brusquement dans le dos, aussi bien les garçons que les filles. Et il est très content quand quelqu'un tombe la tête la première dans la boue. Et que Nick a déjà été poussé 2 fois, il est tombé 2 fois, et quand cela s'est produit. La première fois, il a ri avec ce garçon, mais la deuxième fois, ça ne lui a vraiment pas plu, et il l'a donc repoussé en retour. C'est exactement ce que l'enseignante a vu, et tout a suivi ensuite. Je lui dis toujours, Nikou ne répond jamais de la même façon, je ne vais pas dire de non ici, et toutes sortes d'autres sanglots. Donc je lui dis, tu as bien fait. Donc si quelqu'un te pousse exprès ou dit quelque chose de méchant sur ta mère, c'est sans vraiment l'expliquer, je pense, que je lui transmettais l'expérience de ce qui m'est arrivé à l'école soviétique. Alors tu ne dois pas pousser en retour, dis-je à l'écolier américain avec le sang chaud de ma femme géorgienne. Serre le poing, je montre les sous-titres comme ça, tu sais, le poing. Il me regarde attentivement, il serre aussi le poing. Je dis plus fort et essaie de frapper celui qui t'a poussé. Pas quelqu'un d'autre, non, celui qui t'a poussé. Oui, ou alors s'il disait des méchancetés sur un de tes proches ou amis. À l'endroit où l'œil se termine et où le nez commence, Nick digère. Ensuite, on va me punir pour ça, je dis raisonnablement, et toi, on t'a déjà puni? Silence, et après, demande mon petit-fils américain aîné. Ensuite, je dis, je ne suis pas lui, celui qui t'a bousculé, plus personne d'autre ne te bousculera. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de cette histoire, mais Nicolas, lui, il en a tiré quelque chose, parce qu'à ce sujet, il m'en a reparlé plus tard. Ma fille et sa mère n'a jamais été convoquée à l'école, contrairement à d'autres parents. D'ailleurs, maintenant, il est juif orthodoxe, donc il porte la kippa et, comme il dit, toutes sortes de tzitzit. Et je pense que si quelqu'un parle de son Dieu avec mépris, il lui cassera probablement la figure. Voilà, c'est moi.
Ce que je veux dire, c'est qu'une chose est de pousser quelqu'un, mais c'en est une autre de frapper quelqu'un en pleine figure. Après qu'on t'ait poussé ou qu'on ait poussé quelqu'un de proche, te frapper et t'insulter, ce sont des choses complètement différentes. Ou alors, par exemple, tirer sur quelqu'un, c'est horrible, c'est un tabou, n'est-ce pas? Certains ne gardent jamais de pistolet à la maison, parce que rien que l'idée de faire du mal à quelqu'un les effraie, à un être humain. Par exemple, une de mes conversations aussi d'ailleurs avec ma petite fille, mais cette fois elle a 13 ans, on roule, je l'emmène, elle fait du patinage artistique, donc je l'emmène là-bas. Et je lui dis, il faut bien parler de quelque chose d'intelligent. Je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un essayait de s'introduire chez toi la nuit, tu vois, et qu'il défonçait la porte d'entrée? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler la police, demande ma petite fille. Tu sais quel est le temps moyen d'arrivée de la police? Après un appel? Je lui dis donc, Fiona. On l'a appelée ainsi soit en l'honneur d'une chanteuse, soit d'une princesse de dessin animé. Elle regarde donc l'intelligence artificielle et dit « Dans notre quartier, c'est 6 minutes. » Et combien de temps, je dis, il faudra au cambrioleur pour casser la porte et atteindre la chambre de tes parents? Après un moment de silence, Fiona dit « 2 minutes, nous restons tous les deux silencieux, puis elle continue. Et que faire? Mais réfléchis-y toi-même, je propose. Oui, ce serait bien d'avoir un pistolet, dit ma petite fille rousse. Et que ferais-tu avec un pistolet? Il ne faut surtout pas avoir de pistolet à la maison, a dit sa mère. Mais si des cambrioleurs faisaient irruption, qu'est-ce que tu ferais? D'une voix absolument incertaine et en me regardant du coin de l'œil, Fiona dit « Tirer ». Combien de fois et où viser, je ne lâche pas l'affaire, c'était une question timide. Puis Fiona, après avoir réfléchi, dit « Je pense toutes les balles qu'il y a et dans le ventre. » Je suis un peu sanguinaire ces temps-ci. Voici mon avis. Les enfants ne sont pas aussi stupides qu'on le pense après du temps avec eux. Arrêtons de vous embrouiller avec des bêtises. Abordons Maduro, Trump, Poutine, Netanyahou et la révolution chinoise. Dans le monde. On dit qu'on nous impose un ordre, stop, 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 ordre, ordre. Je me dis, ce chaos-là, vous l'appelez de l'ordre, mais qui l'a instauré? On me dit, c'est l'Organisation des Nations Unies qui l'a instauré? Ah bon, je dis. L'Organisation des Nations Unies qui a été créée, qui a été créée pour empêcher les guerres, voilà, cette même Organisation des Nations Unies, là. Et comment ont-ils arrêté sans guerre après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Oui, ou peut-être 98, peut-être 92. Je veux vous informer, mesdames et messieurs, qu'après 1945, il y a eu 250 guerres dans le monde. Pas de petits conflits, des guerres. Vous pouvez lire la définition de la guerre dans l'encyclopédie. En 2023, par exemple, il y avait simultanément 59 guerres en cours. Eh bien, disons, là-bas... Laissez, bon, il faut. À la fin des années 40, la campagne coréenne, au début des années 50, l'algérienne, la vietnamienne, l'arabo-israélienne, l'indo-pakistanaise, il n'y avait pas d'indo-pakistanaise, l'afghane, l'américano-latine. Ce que l'Organisation des Nations Unies a établi comme règle de conduite ou règle pour établir des relations entre les pays, c'est magnifiquement beau sur le papier et dans les discours à la tribune, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas du tout. L'intervention des États-Unis pour stopper un conflit produisait souvent l'effet opposé, comme au Vietnam, en Afghanistan ou en Irak. Certaines interventions ont été réussies, oui, il y en a eu aussi. Ils ont mis fin aux nettoyages ethniques dans les Balkans, ils ont arrêté l'occupation irakienne du Koweït. D'ailleurs, là aussi, l'histoire est terriblement compliquée. La Grenade, le Panama, Haïti, certaines de ces interventions locales sont souvent décrites comme des interventions qui ont mis fin au massacre. L'Organisation des Nations Unies, de son côté, a aidé à résoudre des conflits. Oui, elle a aidé, mais seulement si de grands pays n'y étaient pas impliqués, enfin, des pays moyens à grands, pour les grands et puissants pays. La loi, bien sûr, elle est écrite, oui, mais personne ne l'applique, parce que personne ne peut forcer l'Union des républiques socialistes soviétiques, enfin la Russie, dans ce cas la Chine, l'Angleterre, les États-Unis et d'autres, à l'appliquer. Les grands pays font quand même ce qu'ils veulent. Et certains avaient simplement le droit de veto au Conseil de sécurité. Ils avaient même la flemme, ils posaient juste leur veto, et au revoir.
Donc il y a ceux pour qui peut-être on va forcer à respecter la loi, et il y en a d'autres qui, eh bien, se fichaient complètement de la loi. On n'essaie même pas de les convaincre, on n'essaie même pas de leur parler. Donc cette histoire de loi, de règles, c'est juste pour embrouiller les esprits. Vous aimez une telle législation où vous êtes obligé, alors que les gens en bonne santé, forts, armés jusqu'aux dents, font ce qu'ils veulent? Eh bien, moi ça ne me plaît pas vraiment. Ensuite, on fait entrer de la drogue dans mon pays, et je n'arrive pas à convaincre le pays d'où elle vient d'agir conjointement pour arrêter cela. De plus, j'apprends que les voisins sont impliqués et tirent ce profit du fait que la jeunesse de mon pays meurt. En plus, là-bas, chez eux, chez les voisins, ils se sont réunis. Eh bien, pratiquement tous mes ennemis y installent des missiles avec lesquels ils peuvent tirer rapidement et de près sur mes villes, ce qui augmente le danger et la destruction des habitants. Naturellement, oui. En plus de cela, l'aide de ce voisin permet à mon ennemi principal de voler 600 milliards de dollars par an à ma population. Donc cela se fait d'une manière contraire à notre accord. Nous nous sommes mis d'accord sur quelque chose, mais ils font exactement le contraire et volent, et je ne peux rien faire, je ne peux rien changer, à moins d'arrêter le voisin qui l'aide. Je dis 100 fois à ce voisin et à nos ennemis que nous devons revenir à un commerce honnête. Eh bien, on se moque doucement de moi, mais en même temps, on promet que tout va bientôt s'arranger. Très bientôt, je vois mon pays, la population, comment nous allons vers la faillite et une forte baisse du niveau de vie. Et les lois écrites par cette même organisation des Nations Unies m'interdisent de prendre des mesures correctives. Eh bien, si je suis indépendant de manière illégale, ou si j'utilise la force de façon illégale pour être indépendant, si j'obéis aux lois, mes enfants passeront de la prospérité à la pauvreté. Un pays peut être envahi physiquement ou commercialement par des ennemis, rendant ses habitants de facto esclaves. Ou bien je mets mes marines sur des navires, mes forces spéciales dans des avions et des hélicoptères, et grâce à une opération éclair, j'enlève le dirigeant du pays voisin, qui est en plus un trafiquant de drogue, un meurtrier de masse, un sadique, et qui a pris le pouvoir illégalement. Je n'ai pas à intervenir dans leurs affaires, c'est juste une caractéristique. Donc nous avons extrait Nicolas Maduro de son bunker sur une base militaire au Venezuela. Quelqu'un veut probablement parler des lois internationales, ce à quoi je répondrai. Quand il s'agit du bien-être de mes enfants et petits-enfants. Avec vos lois internationales, ou populaires, ou même planétaires, peu importe lesquelles, essuyez-vous ou servez-vous-en comme bon vous semble, comme vous préférez. Et puis dans un autre pays, dans l'autre hémisphère, il y a un peuple qui vit. À un moment donné, il a décidé de se diviser en 2 groupes, et chacun a reçu son propre territoire. À gauche, ils s'appellent donc Russes et Ukrainiens, et le lieu s'appelle la Russie. À droite, les Russes et les Ukrainiens s'appellent l'Ukraine. L'un est plus sournois, disons, voilà la moitié, ou bien les 3/4, peu importe, mais il est plus prévoyant. Oui, l'une se préparait à la défense et à la guerre, l'autre ne se préparait pas, comptant sur la chance et sur une protection magique dans laquelle leur dirigeant nommé Kouchma a convaincu tout le pays de croire. Donc, ils pensaient que quelqu'un leur devait quelque chose, soit les Britanniques, soit les Américains, soit les Turcs avec les Israéliens, Dieu seul le sait. Oui, ils avaient peur d'avoir des ennuis. Cette région, appelée Ukraine, a commencé à inviter chez elle des oncles et tantes avec des missiles nucléaires. Et ils pensaient qu'ainsi, ils seraient sous un parapluie et qu'ils n'auraient plus besoin d'organiser ni armée, ni défense, rien du tout. Ils pillaient leur propre population en comptant sur la protection d'autrui, simplement parce qu'ils avaient laissé entrer ces oncles et tantes sur leur territoire. Les Russes, ou plutôt la Russie, n'ont pas du tout apprécié cela. Et elle a prévenu l'Ukraine, c'est-à-dire l'autre moitié de son propre pays, qu'elle attaquerait et qu'elle ne laisserait pas faire. Voilà toute l'affaire. Oui, l'Ukraine n'a pas commencé à créer d'armées ni à produire du matériel militaire, pensant que ce n'était que des paroles, tout en négociant le déploiement de missiles visant Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors la Russie a attaqué et l'Ukraine a commencé à demander de l'argent et des armes à l'Europe et à l'Amérique, affirmant qu'elle, l'Ukraine, nous protégeait, c'est-à-dire le monde entier. Voilà tout le discours de cette guerre, les habitants de l'Ukraine, leurs médias et leurs politiciens diffamés,
sans histoire, de façon mise en scène. L'Amérique, les Américains, parce qu'ils ne donnent pas assez, alors qu'eux-mêmes, les Américains, ont de l'argent et des armes. Mais ils ne nous en donnent pas, ces salauds. La société en Ukraine a donc été amenée à une telle haine envers l'Amérique parce qu'elle a donné peu, donc elle n'a pas sauvé. Quoi? Et aussi parce que l'Amérique ne se venge pas de la Russie pour leurs victimes et, en fait, parle avec les meurtriers, Quoi? Non. probablement sur le territoire de l'Ukraine. Il n'y a aucun média ni aucun homme politique qui, au moins 100 fois au cours des 10 dernières minutes, n'ait pas dit à quel point il déteste l'Amérique. À votre avis, si je raconte cette histoire à mes petits-enfants, j'en ai déjà 5. Ils pourront décider quoi faire. Envoyez, donnez, faites des dons. Eh bien, sachant que nous avons 38 000 milliards de dettes, l'honneur est donné de l'aide apportée à d'autres pays. Ou alors les enfants diront, et la vérité sortira de leur bouche avec une force redoutable, ils diront probablement cela. Et en quoi cela nous concerne-t-il, ce qui se passe là-bas, où se trouvent ces endroits dont tu parles? Est-ce qu'ils sont sur notre planète ou peut-être sur une autre? Sur une autre. Je ne sais pas ce qu'ils diront, il faudra leur demander d'ailleurs, et voici la dernière, la toute dernière question. Il y a un groupe de personnes, ils s'appellent les djihadistes, qui, chaque jour, 5 fois par jour, demandent à Dieu de leur accorder une longue vie. Non, ils demandent à Dieu de nous faire mourir, nous aux États-Unis. Non, l'un d'eux demande à Dieu de nous faire mourir. Ils éduquent comme ça les jeunes à nous haïr, ils financent comme ça la création de groupes terroristes pour nous tuer, nous faire exploser, ils s'introduisent dans des villages où ne vivent pas des islamistes et tuent. La dernière fois, sur 1200 personnes, 300 ont été capturées, certaines tuées, violées ou torturées. Et la seule raison pour laquelle ils ne peuvent pas nous exterminer, c'est qu'ils n'ont pas d'armes capables de le faire. Et soudain nous apprenons que nos ennemis ont obtenu une telle arme. Et maintenant, il y a cette situation où ils pourraient tuer une dizaine, voire une vingtaine de millions de nos citoyens. Et nous savons que c'est vrai, et nous connaissons les endroits où cette arme est fabriquée, elle est déjà presque prête, presque prête. Oui, toutes nos discussions avec eux sur ce sujet, du style « Les gars, que faites-vous » finissent ainsi. En quoi vous trompez-vous ? Non, de quoi parlez-vous ? Non, allons voir où cela se fait. Non, l'entrée est interdite. Non, jamais, et cela 5 fois par jour. Boum, à genoux. Et mort à l'Amérique, Satan, Shaitan, on ne sait pas trop. Et selon les règles de l'Organisation des Nations Unies, nous ne pouvons pas y envoyer l'armée, ni envoyer des commandos. Et chez eux, tout est profondément sous terre, et ce sera bientôt prêt. Alors que faire ? Agir dans le cadre des lois internationales et disparaître, ou bien, en se moquant de toutes ces règles idiotes et inefficaces, attaquer, bombarder, détruire et tuer en même temps. Je sais ce que mes petits-enfants me répondraient, j'en suis absolument certain, parce qu'ils n'ont pas encore appris la correction politique, ils ne savent pas ce que c'est. Et vous, qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs ? Alors, mes chers boucs libéraux manchots, non, ne me racontez pas vos balivernes sur la haute morale, mais écrivez-moi plutôt ce que vous en pensez. Qu'en pensez-vous à propos de tout cela ? Oui, non, oui, à la prochaine.